questions sur Internet, sur l'équipe.fr et sur le site de France Télévisions, sport.francetv.fr. Alors, nous ont rejoint autour de la table. Alors d'abord, Marinette Pichon. Eh oui. Ancienne capitaine de l'équipe de France de foot, qui a été la première à jouer aux États-Unis, Marinette, je ne me trompe pas. Non. Voilà. Vous devez être heureuse quand vous voyez l'équipe de France aujourd'hui, qui est en demi-finale de la Coupe du Monde, Lyon qui gagne la Ligue des Champions. Vous vous dites, il y a eu quand même du parcours qui a été fait. Oui, je me dis qu'il y a eu énormément de parcours de réalisés. Maintenant, il y a encore une année qui va vraiment être très importante pour cette équipe de France, c'est de confirmer cette Coupe du Monde et puis surtout d'aller faire quelque chose au JO en 2012 pour qu'on puisse enfin voir qu'il y a une équipe féminine qui tourne vraiment très bien et qui a montré un beau football durant cette Coupe du Monde en Allemagne. Mais déjà, il y a eu un grand pas auprès du public. Si vous avez des questions pour Marinette, n'hésitez pas donc sur Internet. Et puis il y a toute l'équipe, là, Fabien Lévesque, Alain Vernon, Clément Meunier, Thierry, Bildari, basket, rugby et foot. En gros, les spécialistes. Pour les autres sports, je ne sais pas comment on va faire. On attaque. Alors, je découvre les questions en même temps que vous, ça c'est la particularité. Alors, la défaite du PSG, tiens, on va attaquer là-dessus. Comme par hasard, c'est étonnant. Est-elle le signe d'une saison difficile pour Paris? Tiens, Alain Vernon, vous étiez au Parc des Princes hier. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Paris est l'équipe la plus en retard dans la préparation parce que Leonardo est arrivé tard, donc les transferts sont faits tardivement. Tous les nouvelles recrues n'ont même pas fait un match entier ensemble. Et en fait, ce match contre Lorient, c'était un match de préparation pour Antoine Kombouaré. Donc je pense qu'il va falloir être un peu patient. Mais je suis quand même inquiet parce que Rennes, qui a gagné à Dijon cet après-midi, reçoit à Paris samedi. Ça va être un peu compliqué le début de championnat. C'est terminé à 5-1 pour Rennes à Dijon. 5-1, gros carton des hommes de Frédéric Antonetti. Rennes, et le match n'est même pas encore terminé. Voilà. Donc si fin août, Antoine n'a pas résolu le problème, je pense que les Qataris peuvent lui dire au revoir. Dès la fin du mois. Mais bon, c'était une question d'Héloïse, donc vous l'avez peut-être un tout petit peu rassuré. Arten Sport, tiens, allez, pour Fabien Lévesque. Comment expliquer le miracle permanent de Lorient qui se fait piller régulièrement ses meilleurs joueurs, là on a vu Amalfitano, Gamero cette année, et qui réussit à rester en Ligue 1 et à bien rester. Ça c'est une vraie performance, et puis ça tient à un seul homme, c'est Christian Gourcuff. C'est lui le vrai magicien en fait des Merlus de Lorient, parce qu'il fait un travail absolument fantastique. Il a perdu, vous le disiez, Gamero, Amalfitano, Morel, c'est les trois meilleurs éléments, les trois meilleurs éléments de Lorient la saison dernière. Et là, il a refait une équipe encore en recrutant très malin, des joueurs du même profil que Gamero. C'est Kersia qu'il a été cherché à Auxerre, qu'Auxerre n'en voulait plus. Et là, la sauce, elle reprend bien. Il y a une vraie identité de jeu, surtout c'est ça, à Lorient. Ouais, moi, j'ai l'impression que ce qui s'est amené à chaque joueur qui arrive dans son équipe, c'est cette osmose, cette envie de bien faire ensemble sans qu'il y ait plus une star que l'autre. Et ce groupe vit et fonctionne bien comme ça grâce à une mentalité qui est très saine et très soft. Vous préférez l'esprit, les valeurs lorientaises à celles des Qataris? Ouais, je pense que, il ne faut pas oublier d'où on vient, qui qu'on soit, et ça part de là. Il a pris sa revanche hier soir. Christian Gourcuff a pris sa revanche hier soir en conférence de presse. Il a dit nous, on n'empile pas les noms, on joue collectivement bien. Ouais. Donc il était assez content de sa performance. Question dans le public. Alors, qui commence de ce côté-là? Voilà, levez-vous, monsieur. Votre prénom? Bonjour, Christophe pour Fren Triathlon. Marinette, j'avais une question en fait qui concernait par rapport à ce qu'ont pu faire les filles cette année. Pas de regret de ne pas avoir été dans cette période-là, à cette époque, quand tu vois le succès qu'elles ont pu avoir cette année? Si, c'est évident. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, le parcours qu'elles ont réalisé lors de la dernière Coupe du Monde, j'ai été évidemment très très contente pour elles de tout ce qu'elles ont pu montrer au monde entier, la France dans un premier temps et au monde entier. Et c'est vrai que quelques années de moins, j'aurais certainement été super heureuse de vivre cette superbe aventure avec elles, évidemment. Il y a d'ailleurs sur Internet aussi une question. Alors, il faut que je la retrouve. Voilà, Marinette de Philobat. Est-ce que ce n'est pas frustrant pour vous de voir que les filles qui te succèdent recueillent ce que ta génération a semé? Voilà, je te tutoie, donc je le fais aussi. Non, parce que c'est la logique des choses. On est, quoi qu'il arrive, tous de passage. Qu'on œuvre ou moins dans une discipline ou dans un aspect professionnel, ce qu'on donne au quotidien sera récolté dans les jours à venir. Donc c'est une logique. Et je trouve ça très bien aujourd'hui pareil chez les garçons. La période Copa a semé et c'est la génération des platinés de Zidane qui a pris l'argent. Eux, ils ont pas eu. Donc non, c'est très bien. J'espère simplement que Londres sera une confirmation. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé pour rien?
Bah non. Voilà. Non, parce qu'on a fait de belles choses. Maintenant, il y a aussi, je crois, un intérêt beaucoup plus important de la fédération vis-à-vis de cette équipe de France féminine, qui était certainement manquant auparavant. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en effet, on a un potentiel à exploiter. Et il était peut-être un peu temps de s'y intéresser. Elles seront sur France 4 cette année. Oui, exactement, parce que France Télévisions va suivre le championnat féminin. Derrière. Oui, bonsoir. Ah, vous êtes de Corbeil, c'est ça? Corbeil-Mency, Eric du club de rugby de Corbeil-Mency. Moi, je vais poser une question, mais pas de football. À l'heure où on voit les matchs de l'hémisphère sud dans le cadre du Tri-Nation qui sont d'un niveau assez remarquable. Donc en rugby. En rugby, bien sûr. L'équipe de France qui se prépare, qui va jouer presque un mois de la Coupe du Monde contre l'Irlande. Est-ce que vous ne pensez pas que cette préparation, on ne va pas dire minimaliste, mais quand on voit le niveau qui se développe en hémisphère sud, qu'on aura véritablement le reflet de ce qu'on va pouvoir nous donner là-bas au cours de cette coupe? Donc ça, c'est pour Clément Meunier. Ouais, ça va être difficile. Hein. On sait, hier, la Nouvelle-Zélande a fait quand même un gros test match face à l'Australie. Ils l'ont emporté d'une belle manière avec un bon Dan Carter, qui a mis tous les points d'ailleurs au pied. Après, derrière, ça pousse. Hein. L'Angleterre a gagné hier également. Et la France, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ouais, parce que Fabou aussi nous dit quelle est la signification de cette victoire du 15 de la Rose, l'Angleterre contre le Pays de Galles. Parce qu'il y avait beaucoup de second couteau, si je puis dire. Hein, oui, il y a pas mal de second couteau. Ouais. Mais ils ont surtout fait un bon début de match. Et puis après, eux aussi, l'Angleterre a une grosse préparation physique depuis le début de leur préparation. Ils ont été émoussés un peu en fin de match. Mais bon, voilà, ils ont gagné facilement contre le Pays de Galles, je trouve. Et c'était une... Et l'Angleterre a déjà gagné à l'extérieur ça ne sert à rien d'être prêt trop tôt. Hein. Voilà. La Coupe de Monde, c'est en septembre. Ouais, c'est dans 5 Et l'équipe de semaines, France se prépare finalement intelligemment parce qu'ils ont fait au début un début de préparation assez physique au Chambon-sur-Lignon. Je sais pas, vous avez dû voir les images. Tout à fait, oui. Voilà, après c'était plutôt rugbystique à Falgos. Et aujourd'hui, voilà, ils sont prêts, les Français. On va voir contre l'Irlande ce que ça a donné. J'espère. Ah, on espère, ouais, on espère tous. Question basket, donc pour Thierry, question de Bouboule. Hein, on salue Bouboule, on l'embrasse. C'est le mec de Fort Boyard. Salut Bouboule. C'est le type de ça Fort va? Boyard qui pose une question. Comment? C'est pas celui de Fort Boyard qui pose une Non, question? c'est pas, non. Ça, c'est la boule, pas c'est la boule. Vous confondez avec... Ah, c'est la boule. Ah, c'est la boule, voilà, c'est c'est la ça, c'est ça. Et on salue aussi La Passe boule Muraille magique. et Passe Partout. Quels sont... Non. Je sais pas si ça méritait des applaudissements. Quels seront les favoris pour le championnat d'Europe de basket en Lituanie à la fin du mois? Oh, très difficile à dire. Tony Parker disait cette semaine en conférence de presse qu'il y avait 10 à 11 équipes qui pouvaient gagner. Parce qu'il y a 24 équipes dans ce championnat d'Europe. C'est la première fois qu'il y en a autant, hein, je crois. Hein. Et puis c'est la première fois qu'il y a autant de favoris. Comme c'est qualificatif pour à la fois directement les JO de Londres et pour le tournoi pré-olympique, tout le monde sort, comme on dit, les grosses équipes. Les Russes font revenir Kriapa et Kirilenko, par exemple. Les deux frères Gasol sont de retour en Espagne. Et les Français aussi. Alors, les Serbes se sont préparés. Il y a les Croates, etc. Même les Slovènes, les Lituaniens, bien sûr, chez eux. Et les Français, eux, ont pour la première fois, comme ils disent, entre eux, 10 grosses équipes. Donc, il faut qu'ils terminent, il faut qu'ils aillent en finale pour se qualifier directement pour les JO. Hein. Exactement. Sinon, c'est un tournoi pré-olympique, compliqué, risqué. C'est un peu la roulette. Hein. C'est ça. On ne sait pas comment on va en sortir. Et puis, qui on aura au moment du tournoi pré-olympique, comment on va pouvoir se préparer. Ouais. Donc, ils ont décidé, pour la première fois, ils sont réunis pendant 2 mois. Le staff de l'équipe de France. Une vraie préparation. Ouais, l'équipe au complet pour une fois. Voilà, a réussi à convaincre les joueurs NBA de venir assez tôt, de faire une grosse préparation physique d'1 mois, pour ensuite entamer la vraie préparation de jeu depuis une petite semaine. On va aller sur le flanc droit là-bas, que nous avons délaissé, derrière Fabien et Marinette. Monsieur, les filles, vous pouvez aussi poser des questions. Hein. Non, c'est vrai. Donc Jean-Marc, du club de triathlon EPPG au Pré-Saint-Gervais. Donc je reviens à la Ligue 1, on parle effectivement de gros budgets, d'autres clubs avec moins de budget et des valeurs. Quel club, à votre avis, peut effectivement être perforé, se montrer avec des budgets plutôt faibles comparés aux grosses équipes et essentiellement durant cette première partie de championnat? Alors, qui répond? On peut penser à Rennes. Ouais. Rennes vient de gagner 5-1. Hein. Ça fait quelques années qu'ils tournent autour du pot. C'est-à-dire qu'ils font des excellentes entames de saison. Ils ont tendance à fléchir sur la fin du championnat. À chaque fois, ils s'écroulent. Donc peut-être que cette année, ils vont avoir enfin la maturité pour vraiment durer sur la longueur d'un championnat durant 38 journées. Ouais. Ça peut être Rennes. La clé, en fait, monsieur, c'est que la plupart de ces équipes qui émergent bien l'année dernière, il y a eu Brest, Saint-Etienne, Caen, Toulouse, ont bien marché. Même, ils ont été en tête de la Ligue 1. Le problème, c'est qu'une fois que l'équipe titulaire est un peu fatiguée,
Ils n'ont pas de longueur de banc, ils n'ont pas de profondeur de banc, comme on dit. Et donc, ils faiblissent sur la fin du championnat et les grosses écuries terminent toujours bien. C'est un peu ça le problème. Et Rennes, l'année dernière, avait le problème. Cette année, ça va peut-être être différent. Oui, c'est pour ça que je parlais uniquement de première partie de championnat, parce que comme vous le dites, à un moment donné, il y a un essoufflement. Oui. Ouais, mais je serais un ticket sur Rennes comme Fabien, moi aussi. Ouais. Toulouse aussi sera pas mal, je pense. Le Bayern est mené 1-0 contre Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Voilà, et Ribéry est entré dans le match. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, on va faire des questions foot, des réponses rapides. Allez. Pensez-vous que Francis Gillot sera l'homme de la situation à Bordeaux? C'est le nouvel entraîneur qui remplace Jean Tigana. Moi, je pense que oui, c'est l'homme qui peut redonner au moins du plaisir à ce groupe qui a été marqué par le passage de Jean Tigana finalement. Ils n'ont pas pris beaucoup de plaisir la saison dernière, donc Francis Gillot, oui, je pense qu'il va faire du bon boulot. Ce soir contre Saint-Etienne, on le verra à l'œuvre. Et puis, que peut-on attendre des promus qui paraissent bien tendres, surtout Ajaccio, nous dit Alphonse. Alain, est-ce que Dijon, on voit Dijon là 5-1, bon, moi, je pense que Dijon est le plus armé, le plus solide, et, avec Carteron qui est un très très bon entraîneur, un futur grand entraîneur. Je pense que Dijon sera le mieux armé pour résister. Ouais. Moi, je me demande si c'est pas Evian Tonon-Gaillard qui est peut-être le mieux armé pour ce... Attention, Evian Tonon-Gaillard, ils ont beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière. Si l'expérience ne parle pas assez rapidement, ça va être dur en fin de saison. Question rugby, Clément. Tiens, c'est qui? C'est Artus. Les Néo-Zélandais, après leur démonstration d'hier dans les Tri-Nations contre les Australiens, ne sont-ils pas prêts trop tôt, justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure? C'est un petit peu le souci. Hein. Ou est-ce que la Coupe du Monde va ressembler à un jeu de massacre face à eux? Ah mais attention, à la Nouvelle-Zélande, ils avaient quand même remporté le Tri-Nation en 99, en 2003 et en 2007. Donc on les attendait à la Coupe du Monde, vainqueurs. Et à chaque fois, ils se sont plantés. Donc, Ils ont longué des cunes. Oui, chez eux, la première. Ouais, c'est ça. La première chez eux. Donc peut-être encore chez eux. C'était en 87, la première Coupe du Monde, me rappelle Jean-Marc Lénoré. En tout cas, aujourd'hui, c'est les favoris. De rugby. C'est les favoris en tout cas aujourd'hui. Oui, c'est comme d'habitude. Question de ce côté-là. Ah, bah voilà, une jeune fille. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Hanna, je viens de l'Allemagne. Et j'ai une question, parce qu'en Allemagne, la Coupe du Monde féminin a fait un bon rebondissement. Et je voulais savoir si en France, c'était pareil, si le foot ou la Coupe du Monde pouvait faire la pub pour le foot féminin, notamment en France. Vous pouvez répondre en allemand. Wirklich. Je pense que si un jour on a l'opportunité de pouvoir accueillir un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde en France, la fédération se donnera les moyens de porter haut l'événement en communication. Maintenant, aujourd'hui, on a un peu laissé de côté ce football au féminin. On a quelques longueurs de retard avec notamment l'Allemagne, la Suède, les États-Unis. Et il va falloir ramer un petit peu plus rapidement que les autres pour pouvoir pallier à ce retard. Mais la Fédé veut combler le retard quand même, Marina, parce qu'on voit, c'était la première fois qu'ils ont fait un appel d'offres pour les droits de retransmission du foot. Ouais. Donc voilà, cette année, il y aura 3 matchs sur France 4, 3 autres matchs sur France 3 en décrochage régional. C'est une vraie première. Donc il y a une volonté quand même de développer le football féminin. Il y a eu de toute manière une volonté à la base, puisqu'il y a eu une campagne pub un peu choc avec certaines filles de l'équipe de France qui avaient posé un peu dénudées pour dire voilà, faut-il qu'on en arrive là pour que vous veniez nous voir jouer? Il y a déjà eu une première démarche. Maintenant, il y a des résultats et je pense qu'il faut s'appuyer sur ces résultats vraiment en profondeur, sans que ce soit un coup d'épée dans l'eau, parce qu'aujourd'hui, c'est bien souvent ce qu'on a pu avoir malheureusement en équipe de France. Et c'est pas une raison pour arrêter les photos, hein. Ah non, je me doute bien, évidemment. Continuez les photos. Je crois que le message est passé. La Suède et aux États-Unis, on a du retard dans l'éducation, dans les écoles. Et les jeunes filles ne choisissent pas toujours le foot, hélas. Et alors, mademoiselle, vous avez suivi un peu les matchs de la Coupe du Monde en Allemagne, non? Ouais, vous y étiez? Prenez, je sais pas, ah oui, elle n'a plus le micro, ça serait bien peut-être de lui redonner. Il est passé, voilà. Racontez-nous l'ambiance un peu là-bas. L'ambiance était très bien, surtout moi j'étais à Berlin. Et il y avait beaucoup d'écrans géants dans la ville et c'était bien, oui. Ça marche mieux qu'en France, vous pensez Oui. Là-bas. Oui. En France, il n'y a que Lyon qui fait du spectacle, du foot féminin, un spectacle. Ils jouent à Gerland, ils ont un avion pour aller faire les matchs. Bon, on sent que c'est l'équipe phare, mais voilà, c'est les seuls. Hein. Et Paul Perret me dit, qui suit les chaînes allemandes, il me dit qu'il y a eu 15 millions de téléspectateurs. Le stade était plein pendant la Coupe du Monde. Malgré que l'équipe d'Allemagne se soit faite éliminer en quart de finale contre les Japonaises, l'affluence est quand même restée malgré tout jusqu'au bout de cette finale. Alors, je dois dire, hein, comme nous sommes sur Internet, que je n'ai plus rien sur cet ordinateur. C'est normal. Donc on va passer les micros assez vite. J'ai encore plus de questions. Voilà, j'ai plus rien. C'est simple, ça ne marche pas, comme d'habitude. Oui. Bonjour, Alain du Triathlon de Beson. Je voulais savoir si vous pensez vraiment à la médiatisation du foot
féminin, dans la mesure où on se rend compte que certains sports français comme le handball masculin ne percent pas à la télé. Et n'est-ce pas un petit peu utopique de penser que le foot féminin va percer malgré les résultats en Coupe du Monde ? Alors, c'est une très bonne question, Alain, parce qu'il est vrai qu'il y a d'autres disciplines féminines qui en ont fait les frais, que ce soit l'équipe de France en handball, en basket, qui ont toujours ramené de super résultats et qui n'ont jamais atteint la médiatisation escomptée. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un réel intérêt de la fédération et des médias pour pouvoir pallier à cette difficulté. Maintenant, il y a une année olympique. Et je dirais que la préparation de l'équipe de France va certainement amener les Français et la médiatisation française en fonction de leurs résultats. Et le tournoi olympique des féminins, de foot féminin, sera sur France 4 l'année prochaine. On aura plaisir à le suivre. France O, voilà, sur France O. Voilà, sur France 4, il y aura le tennis. Bon, mais on vous réexpliquera tout ça. Tout ça, c'est France Télé, quoi. C'est France Télé, exactement. Alors, j'ai souvenir de questions, là. Alors, je ne sais plus qui l'a posé, mais sur la situation du Racing Club de Strasbourg. C'est peut-être Bouboule, non ? C'est Bouboule. À mon avis, on va tous les appeler Bouboule ce soir. Peut-être Alain, non ? Parce que donc, relégué en CFA, en amateur. C'est un des grands bastions du foot français qui est à la rue, qui est tombé au plus bas. Avec une histoire, je passe sur le cadabrantage, comme disait un ancien président de la République. Oui. Mais bon, on vous racontera ça à Stade 2, avec Fabien. Mais on va faire un reportage là-dessus. C'est extrêmement dommage qu'une grande ville comme ça, qu'un grand stade, qui aurait dû être un grand club, en plus, ça aurait dû être une équipe, un stade phare de l'Euro 2016. L'administrateur judiciaire a indiqué aujourd'hui qu'il y a 2 candidats à la reprise pour le Racing Club de Strasbourg. Oui. Donc ça va bouger dans la semaine. On saura mercredi peut-être. Ouais, c'est le cas de Grenoble, mon cher. Et Grenoble, c'est encore pire. Qui repart en CFA2 avec un stade si beau. 5e division, une succession d'erreurs et d'incompétences. J'en ai peur. Ça, c'est sûr. Bon, il y a une question sur Nadal, mais il n'y a pas de spécialiste tennis. Alors, de ce côté-là, si je pourrais. Si, vous pourriez, vous, Laurent. Ouais. Oui, bonjour, Hervé AS Friend. C'est une question vélo. Est-ce que vous pensez, après le Tour de France de Pierre Rolland, qui restera auprès de Thomas Vauclair sur la saison prochaine ? Ah, Marinette. Ça tombe bien, je suis une spécialiste. Qui ça remplace Jenny Longo, en fait. Ouais. En fait, Thierry, du côté de chez Bernaudot, on a commencé à anticiper le recrutement, puisqu'il est en contact avancé avec Thor Hushovd pour le faire venir dans son équipe et gagner des points UCI pour passer en première division. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'ils ont eu un budget cette année chez Europcar assez limité. Et visiblement, il avait la promesse de la part de son partenaire et sponsor d'avoir un accompagnement sur plusieurs années pour monter en puissance. Donc ça semble plutôt assez positif. On n'est pas dans l'état d'esprit où l'équipe Europcar pourrait se faire piller par des équipes plus argentées. Pour l'instant, on n'en a pas entendu parler en tout cas. D'autres questions, non ? Question tir à l'arc ? Non. Training bâton. Non, athlétisme. Suite à la rixe et l'échauffourée entre nos deux athlètes de demi-fond lors du meeting, la fédération a gardé leur qualification pour les championnats du monde, mais les a interdits de meeting, justement. Est-ce que ça n'aurait pas été le moment de faire passer un signal fort concernant toute la violence dans le sport ? L'athlétisme était jusqu'à présent quand même un sport assez... En dehors de ces problèmes-là, on voit une violence comme ça télévisée avec des athlètes en fin de course. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire quelque chose d'un petit peu plus fort vis-à-vis de l'ensemble des pratiques sportives ? Déjà, ce qui est étonnant, je trouve, c'est que quand ils sont sortis là, de leur commission cette semaine, ils sont limite sortis bras dessus, bras dessous, par la porte de derrière. Bon, en ce qui concerne... C'est ça le catch, C'est voilà. Non, c'est vrai que c'était pas un bon exemple à Monaco. Non, mais tout ça, c'est vraiment du cinéma. C'est du cinéma. La décision de la Fédération française d'athlétisme, franchement, pour beaucoup de gens, elle est difficilement compréhensible. Comme monsieur. Ouais. Voir se donner ce triste spectacle à Monaco avec ces deux athlètes, franchement, c'était pathétique. Et les voir en mondiaux, moi, ça me choque personnellement. D'un autre côté, ils ont considéré qu'ils avaient joué leur joker. Et bon, c'est vrai que ça arrive très, très rarement dans ce sport. Vous qui êtes sportif de haut niveau, ça vous choque ou est-ce qu'on doit avoir de l'indulgence quand même ? Non, enfin, je trouve que quand on en arrive aux mains, il y a une certaine image à donner aux jeunes, aux enfants, la masse. Et quand on en vient à avoir des gestes comme ça, on doit être sanctionné sévèrement pour marquer le coup. Pas de coup de boule. Non. Elle est en venue aux mains tout le temps. Ça n'a été pour, ceci dit. Alain, vous y ajoutez quand même. Je disais qu'elle est en venue aux mains tout le temps, mais Annette, ce qui était dans les buts. Oui, ça c'est vrai. Bon, je crois, est-ce qu'on a fait le tour à peu près là des questions ? Non, alors, allez-y. Madame. C'est là-bas. Oui. Alain. C'est encore moi. Alain.
Parce qu'il nous reste 2-3 minutes d'émission, voilà, c'est ça. Excusez-moi, Oui. c'est encore moi. Donc c'est au niveau, c'est une question de cyclisme. Je reviens un petit peu sur la question de tout à l'heure. Trouvez-vous logique qu'un coureur comme Cavendish conserve son maillot vert à la fin du Tour de France alors qu'il est arrivé 2 étapes hors délai? Ça, Thierry, c'est une question pour vous aussi. Ah oui. C'est cadeau. C'est assez classique lors des étapes de montagne. On sait qu'il y a des délais. Et puis, les commissaires accordent toujours un pourcentage en fonction de comment ça s'est passé. On sait que généralement, s'il y a une dizaine de coureurs qui ont plus d'une demi-heure, 20 minutes ou un quart d'heure, ils sont éliminés. Et puis en plus, il y a le gros du peloton. Ils étaient 80 là. S'il y a le gros du peloton, vous faites 2 étapes de montagne, vous arrêtez le tour, quoi. Oui, Voilà. c'est clair. Deux fois. Transformer le tour en dauphin délibéré. On n'est pas d'accord. Donc je pense que c'est le règlement qui est mal fait parce que dans la mesure où le coureur qui termine 2e du classement du maillot vert considère qu'il est un peu pénalisé parce qu'on a retiré des points à Cavendish qui lui ont permis de conserver ce maillot vert. Donc il faudrait peut-être revoir ce règlement. C'est tout. Parce que là, ça veut dire que Cavendish il savait qu'il était hors délai, mais il conservait toujours ce maillot vert. Donc je sais pas, c'est peut-être un point de vue au niveau du règlement. Ce que dit Alain, c'était vraiment le meilleur. En tout cas, c'était le meilleur sprinter cette année. C'est vrai. Bon, on va faire la dernière question. En fait, c'est derrière. Voilà, c'est à vous, mademoiselle. Émilie, triathlon Fresnes. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'évolution fulgurante de Christophe Lemaître et vos pronostics pour les JO 2012. Ah, Clément. C'est vrai que c'est... Merci. Très vite, hein. Non, c'est la dernière. Christophe Lemaître, ça a été une sensation. Il a déboulé, c'est vrai, depuis qu'il est junior. Maintenant, l'année dernière, sous les 10 secondes, là, il se rapproche des 9,90. Maintenant, même, il tient la comparaison avec visiblement, c'est le record d'Europe d'Obiquilou, le Portugais. Il veut viser le 9,86. Et là, s'il arrive vraiment à 9,86, là, il pourra vraiment taper dans le gratin mondial et viser un podium. Hein. Les chances, c'est beaucoup sur 200 mètres. Où là, même dans les temps de préparation, il est dans les meilleurs temps mondiaux de l'année. Avec Usain Bolt qui va arriver hors délai peut-être. Voilà. Une question internaute sur la retransmission, ça sera comme d'habitude évidemment, ces championnats du monde sur France Télévisions à Daegu. Hors délai. Donc en Corée, France 2, France 3 et France O, vous suivrez tout. Paul Perret, qui ne se lasse pas d'internet, me dit qu'il faut aussi passer donc, le tableau de Ligue 1, voilà, tous les résultats, avant le Bordeaux-Saint-Etienne. Tous les matchs, regardez, ils vont apparaître sur votre écran. Avec la confirmation du carton du Stade Rennais, qui est le premier leader finalement et beaucoup de buts, ce championnat. Parce qu'il y en avait eu 22, donc plus 6, ça fait 28 buts en 9 matchs. On tourne à une moyenne de 3 buts par match. Ouais. Donc c'est des bons débuts, des très très bons débuts pour la Ligue 1 cette saison. Et Rennes a même raté un pénalty à Dijon. Donc, mais bon, l'addition est assez lourde pour les Dijonnais. Je vais remercier Marinette Pichon. Merci à vous. D'être venue à Stade 2 et d'avoir participé à cette prolongation. Merci à tout le monde au public. Et bonne soirée. Et merci à vous pour vos questions. De toute façon, c'est du public, on ne sait pas de